Bonjour à toutes et à toutes, je suis ravie de passer un petit moment cet après-midi avec vous pour justement parler de comment les animaux prennent soin de nous. Alors aujourd'hui en France, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de combien d'animaux de compagnie partageaient nos foyers? On a des chiffres assez récents, mais si on regarde une des dernières enquêtes qui date de la période juillet 2020, on en était à 80 millions d'animaux de compagnie dans nos foyers. Et en fait, ce chiffre ne cesse d'augmenter puisque aujourd'hui, nous sommes à 6 Français sur 10 qui ont un chien ou un chat identifié, avec une croissance de 2% en un an et de plus 10% de ce chiffre en 5 ans. Parmi les animaux les plus présents, on a le chien et le chat. 33% de nos foyers comptent un chat, 25% un chien. Alors si on est en nombre absolu, il va falloir mettre les poissons tout en haut du podium puisque nous sommes à plus de 15 millions de poissons aujourd'hui. Si on regarde un petit peu les animaux préférés des Français en termes de chiens, de race de chiens, on a le berger australien, le chihuahua et le border collie qui se placent sur le podium. Alors dans quelle famille on va retrouver le plus ces animaux ? Eh bien, les premières familles qui ont le plus d'animaux de compagnie sont les familles entre 25 et 34 ans. 60% d'entre elles ont au moins un animal de compagnie, suivies par les plus jeunes, les 18-24 ans, et enfin les familles seniors, les 65 ans et plus. Donc en gros, si on résume au cours de notre vie, on a une grande chance d'être ou d'avoir été en lien avec un animal de compagnie. Donc ça, c'est une réalité et on va voir cet après-midi qu'est-ce qu'il a pu nous apporter cet animal de compagnie dans nos vies, mais aussi dans le contexte un petit peu plus spécifique de la médiation animale. Alors il est vrai qu'aujourd'hui, on se trouve à Paris et en agglomération parisienne. C'est peut-être là où on a le moins d'animaux de compagnie à la maison. C'est 37% des foyers qui ont un animal de compagnie. Mais plus on va se trouver dans les communes rurales et plus l'animal sera présent, notamment avec 64% des foyers dans ces communes rurales. Alors, je vous parlais justement des apports. Ces apports, aujourd'hui, sont documentés par la littérature scientifique, et ce, à tout âge de la vie. Des plus jeunes enfants de moins d'1 an jusqu'aux personnes de plus de 65 ans. Ça concerne majoritairement dans les recherches les chats, les chiens, mais ça ne se limite pas à ça. Nous savons aujourd'hui que bon nombre d'espèces animales qui vivent à nos côtés nous donnent de nombreux bénéfices. Alors, je vous propose de commencer par quelque chose que bon nombre de personnes expérimentent dans leur quotidien, c'est le stress. Eh bien, sachez qu'être au contact d'animaux de compagnie va permettre de diminuer le stress. Que ce soit chien, chat, mais aussi des petits animaux comme les lapins. On a montré que cette présence d'animaux, que ce soit à la maison, au quotidien, mais aussi de manière ponctuelle, avait un effet anxiolytique. Anxiolytique parce que ça va diminuer le cortisol. Pour ceux qui ne connaissent pas, le cortisol, c'est un petit peu l'hormone du stress, qui est le reflet de notre stress. Si notre cortisol augmente beaucoup, c'est qu'on est en période de stress. Et bien simplement caresser un chien va vous permettre de diminuer votre taux de cortisol, mais aussi diminuer votre rythme cardiaque ou encore votre tension musculaire. Une illustration de ce qui peut se passer notamment dans le cas d'écoles qui expérimentent la présence animalière. On y reviendra un peu plus en détail tout à l'heure. Ici, c'est une expérience qui a mis au contact des jeunes enfants de 9 à 10 ans lors d'une tâche de lecture à haute voix. Rappelez-vous, c'était certainement stressant, moi ça l'était. Et en fait, on s'est rendu compte que la simple présence d'un chien, même pas leur chien de compagnie, mais un chien de compagnie, allait diminuer leur geste de nervosité, par exemple, mais pas que, lorsqu'ils lisaient à haute voix en présence d'un adulte. Donc ça, c'est un exemple chez les enfants, mais sachez qu'on retrouve la même chose chez les adolescents, les adultes et aussi les seniors. La présence de l'animal dans notre quotidien a aussi un effet sur la santé. Grandir avec un animal de compagnie permet de réduire les risques associés à la sédentarité. En effet, on sait aujourd'hui que bon nombre de personnes passent beaucoup de temps devant les écrans. Et il existe de la littérature qui nous montre qu'avoir un animal et des activités associées à l'animal, comme par exemple de l'équitation ou de la balade avec le cheval, va vraiment réduire drastiquement le temps passé dans les écrans.
Et ces effets sur la santé se retrouvent aussi dans d'autres domaines, puisqu'en effet, des propriétaires de chiens ont moins de risques de récidive après une crise cardiaque. Ces effets sur le cœur ne sont pas uniques. Je vous ai dit tout à l'heure, baisse du rythme cardiaque, ici sur la santé à long terme, moins de risques de récidive. En fait, on se rend compte aussi qu'avoir un animal de compagnie au-delà même du chien permet de réduire la pression cardiaque. Globalement, ceux qui ont des animaux à la maison ont une pression cardiaque qui est beaucoup moins importante. De même, le simple fait d'avoir un chat réduit le risque de 40% d'avoir une crise cardiaque. Donc vous voyez qu'on a de nombreux effets sur la santé. Et sur la fin de vie, on voit aussi que la présence d'un animal de compagnie amène à une diminution du déclin cognitif. Le fait d'avoir un animal vous ancre dans une routine, dans des habitudes, et ça vous permet d'avoir aussi une compagnie. Donc on a vraiment clairement une diminution du déclin cognitif chez les personnes les plus âgées. Bien entendu, l'animal a aussi des apports sociaux. Pour les plus jeunes, on sait que vivre avec un animal va permettre le développement de nombreuses compétences. Et dans ces compétences, nous pouvons citer les capacités empathiques. Donc, c'est-à-dire être capable de se mettre à la place de l'autre et ressentir ce que l'autre ressent. Vivre avec un animal permet donc de se décentrer, de faire face à de l'altérité et va permettre à ses enfants, mais aussi adolescents, d'apprendre des comportements prosociaux, d'apprendre des comportements d'aide, de soutien et de réconfort envers autrui. En effet, quand on est avec un animal, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, si on interagit mal avec lui, des gestes négatifs, l'animal va se retirer, voire même, dans certains cas extrêmes, faire des signes d'agression, mordre. Alors que lorsque l'enfant a des interactions positives, adaptées avec l'animal, l'animal lui envoie tout de suite un retour positif et lui signale que ses gestes sont adaptés et la situation est agréable. Et par ce jeu de balance, l'enfant, dès le plus jeune âge, mais aussi en grandissant, va apprendre à réguler son comportement, à avoir des interactions qui sont socialement adaptées avec l'animal, mais aussi les transférer ses compétences aux autres êtres humains et donc avoir des interactions qui sont socialement adaptées et positives. Ces apports sociaux de vivre avec l'animal ne se limitent pas à la construction de nos compétences sociales, mais ils vont aussi aider ces animaux à être dans la rupture de l'isolement et vont avoir ce qu'on appelle un rôle de catalyseur social. Peut-être que vous avez un chien et que vous êtes déjà promené dans un parc et vous avez donc expérimenté ce rôle de catalyseur social. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en fait, vous avez la présence de votre chien ou même d'autres animaux qui va amener les humains à plus facilement interagir entre eux. C'est vraiment quelque chose qui permet de fluidifier les interactions entre autrui et d'avoir un sujet de conversation. Lorsqu'on vit seul, cela permet finalement, spontanément, de rencontrer des gens et de pouvoir discuter avec eux. Et cette rupture de l'isolement a pu être testée de manière fortuite par un événement qui nous a tous touchés il y a maintenant 5 ans, c'est la crise du Covid-19. En effet, on a pu montrer qu'avoir un animal à la maison à cette époque a vraiment eu des effets protecteurs contre la dépression et la solitude. Les propriétaires d'animaux de compagnie, dans leur globalité, ont clairement dit qu'ils ont mieux vécu cette époque de confinement que ceux qui n'avaient pas d'animaux. Si on prend un exemple d'une étude qui a été faite pendant la pandémie aux États-Unis, notamment 65% des parents qui ont eu un animal de compagnie ont rapporté clairement des effets bénéfiques sur leur enfant d'avoir un animal. Ça a été pendant cette période où ils ont été confinés une source de distraction, de réduire le sentiment de solitude, de ne pas pouvoir voir les amis notamment et d'autres personnes comme la famille, mais aussi alléger le stress et l'anxiété. Rappelez-vous, je vous ai dit, le simple contact avec l'animal va baisser le taux de cortisol ou le rythme cardiaque. Bien entendu, tout n'est pas rose et je voudrais quand même vous mettre en avant des situations où avoir un animal de compagnie peut être non pas délétère, mais en tout cas poser des situations un peu plus ambiguës et négatives. Par exemple, à certains moments de la vie, comme l'a montré une équipe japonaise il y a quelques années, avoir un chat, quand une femme est en période postpartum, dans les 6 premiers mois de son bébé, est ressenti comme quelque chose de négatif ou pesant.
Qu'est-ce qui se passe? Si vous avez un chat et que vous avez l'habitude qu'il sorte, ben le chat il décide de sortir à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Et on s'est rendu compte que les rythmes de l'enfant qui se réveille au cours de la nuit va amener le chat à plus solliciter aussi et à réveiller plus souvent la maman, mais aussi l'ensemble de la famille. Donc dans ce cas-là, à certains moments de la vie, l'animal peut avoir des effets un peu plus négatifs. Heureusement, ça reste passager. Dans les apports, j'aimerais aussi vous citer plus d'autonomie. En effet, avoir un animal à la maison va aider le jeune enfant, l'enfant ou l'adolescent à se décentrer, à se soucier des besoins d'un autre, à expérimenter même une inversion des rôles. L'enfant, c'est souvent celui à qui on fait à manger, à qui on prodigue les soins. Et là, d'un seul coup, le jeune devient la personne qui prend soin d'autrui. Il est capable d'avoir des responsabilités, adaptées à son âge, bien entendu. Mais en tout cas, il peut être force de proposition et comme je vous le disais, il va apprendre l'altérité. Cet autre être vivant n'a pas les mêmes besoins que moi. Par contre, je peux y répondre de manière appropriée. C'est notamment une étude qui a été faite en Australie et qui montre que les jeunes enfants, mais aussi les adolescents qui ont des chiens à la maison, s'autonomisent plus et prennent plus rapidement des responsabilités dans l'ensemble de leur vie quotidienne grâce au simple fait d'avoir la responsabilité de la balade du chien de famille. Alors ça, ce sont des éléments qui sont très génériques, mais on a des facteurs un petit peu de modulation qui permettent d'expliquer pour qui peut-être la relation à l'animal serait extrêmement bénéfique ou pour qui la relation à l'animal peut être moins bénéfique, voire pas du tout, c'est une indifférence. Et le facteur peut-être le plus modulateur, ça va être l'importance d'établir une relation, mais aussi une qualité de relation positive. En effet, la coprésence, c'est-à-dire être juste en présence d'un animal, il n'y a pas de bénéfice ou de moindre intensité. Je vous en ai cité quand même quelques-uns, mais ça n'empêche que la coprésence, c'est beaucoup moins bénéfique qu'une relation privilégiée, avec des activités multiples, des choses positives qui vont se tisser entre l'homme et l'animal. Et c'est dans ce cas-là qu'on peut vraiment avoir la diversité, ce panel de bénéfices que je viens de vous citer qui s'exprime. Et tout ceci, c'est un équilibre délicat, parce que finalement, nous sommes dans une vie qui avance, notre vie d'humain qui avance, mais aussi la vie de l'animal qui avance. Donc nous, en tant qu'humains, on peut avoir un animal à l'adolescence, puis on devient jeune adulte avec d'autres aspirations. Et puis notre animal qui était jeune et très joueur devient adulte et à un moment donné va finalement vieillir. Et en fait, c'est cet équilibre dans la vie de chacun où la relation se redéfinit continuellement et où quelquefois il y a des éléments qui peuvent venir déstabiliser, comme le temps que cela requiert. En effet, jeunes parents, vous vous focalisez sur vos enfants et quelquefois vous pouvez délaisser l'animal, ce qui peut être quelquefois délicat pour cet animal qui peut présenter alors des problèmes de comportement, mais ça reste temporaire. L'argent que ça peut aussi coûter, puisqu'en effet, je ne vous apprends certainement rien, avoir un animal peut engendrer des frais. Et peut-être l'élément qui est le plus majeur et qui est le plus gros frein pour ceux qui l'ont expérimenté, c'est la mort de l'animal, qui est aujourd'hui reconnu clairement comme équivalent de la mort d'un proche. On a les mêmes phénomènes de deuil et les mêmes processus physiologiques quand on perd un animal auquel on a été attaché, comme on perd quelqu'un, un être humain, auquel on était attaché. Malgré tout, dans cet équilibre avec ces petits aspects négatifs qu'il ne faut pas occulter, globalement, une relation à l'animal a beaucoup d'apports positifs. Alors ça, c'est ces animaux qu'on a à la maison, mais ça va vous faire écho à ces contextes un petit peu plus spécifiques qui ont été évoqués en introduction de cette conférence. Donc ces contextes un peu plus spécifiques dont je vous parlais, c'est la médiation animale. Donc, finalement, la médiation animale, qu'est-ce que c'est ? C'est difficile à définir tant elle est variée. Je vais juste vous montrer comme ça quelques images qui sont juste des images extraites de ces séances de médiation animale. Elle est diverse, elle se passe dans plein de contextes, avec plein de personnes différentes, avec plein d'espèces différentes. Alors je vous propose, là, on va voyager dans quelques exemples cet après-midi et on va commencer tout simplement par la question, mais quand est-ce que ça a commencé cette médiation animale et qu'est-ce que c'est ?
Alors, quelques points historiques. Très souvent, on va parler de Boris Levinson dans les années 60. Mais en fait, quand on remonte dans des textes, dans des traces écrites, on se rend compte que dès l'Antiquité, certains philosophes évoquent, sans le nommer médiation animale, cette pratique d'aide par l'animal. Les premières vraies traces historiques qui mentionnent la volonté réelle d'un humain accompagné d'un animal pour le bienfait d'un autre humain, c'est au XIe siècle en Belgique, avec des animaux de la basse-cour et plus spécifiquement des poules. Il va falloir attendre dans les traces écrites le XVIIIe et le XIXe siècle dans des institutions d'accueil de personnes avec différentes maladies psychiques en Allemagne et en Angleterre pour vraiment formaliser la médiation animale, où on a des professionnels de santé qui se font accompagner par des animaux pour aider ces personnes aux différentes maladies psychiques. Et alors, on a plein d'exemples au XXe siècle, et c'est pour ça que je vais vous parler en l'occurrence de Boris Levinson. Boris Levinson, on le considère un petit peu comme le père de la médiation animale moderne, celui qui a un petit peu formalisé la pratique qu'aujourd'hui on reconnaît partout dans le monde. Il a écrit un papier fondateur en 1962, Le chien comme un co-thérapeute, basé sur une anecdote clinique où un petit garçon autiste venait à son cabinet depuis plusieurs semaines et restait mutique. Il n'arrivait pas à enclencher la communication avec cet enfant. Un jour, la famille arrive en avance et le chien de Boris Levinson est encore là, Jingle. Et il s'avère que Johnny, ce petit garçon, commence à discuter avec Jingle. Levinson s'appuie sur ce lien qui est en train de se tisser entre cet enfant et son chien pour pouvoir mettre en place la prise en charge de cet enfant. Il a eu d'autres opportunités de voir que la prise en charge accompagnée par Jingle était positive, en tout cas plus positive pour certains patients que lui tout seul. Et il a formalisé ce qu'on appelait à l'époque la pet-thérapie, donc la thérapie avec les animaux de compagnie. Il en a beaucoup parlé dans des conférences et il a notamment beaucoup correspondu avec un Français qu'on oublie souvent sur la scène internationale puisque Ange Condoré n'a laissé que des écrits français. Il était basé à Bordeaux et avait créé une crèche pour accueillir de jeunes enfants et cette crèche avait énormément d'animaux. Et en fait, le personnel de la crèche travaillait beaucoup avec ces jeunes enfants et les animaux. Et notamment, il y a une anecdote où une petite fille autiste, elle s'est mise à parler, à porter de l'interaction d'environnement grâce à la présence d'une tourterelle. Donc ces deux personnes ont beaucoup échangé à l'époque et ont donné un petit peu les prémices d'un développement clinique et de recherche autour de la médiation animale. Et il a fallu quand même attendre 15 ans pour avoir la première recherche vraiment dédiée scientifiquement à quels sont les apports des animaux dans le cadre de la médiation animale. C'était les époux Corson aux États-Unis qui travaillaient en hôpital psychiatrique avec des adultes et qui ont proposé des activités avec un chien. Et ils se sont rendus compte au fur et à mesure des semaines, en suivant ces adultes, que ces adultes amélioraient leurs compétences de verbalisation au contact du chien, ce qui n'était pas le cas d'autres adultes qui ne suivaient pas ces mêmes ateliers. Alors concrètement, comment peut-on définir la médiation animale ? Vous allez dans des ouvrages, sur Internet, vous écoutez des documentaires, vous avez des dizaines et des dizaines de définitions qui sont proposées. Je vous en propose une aujourd'hui qui va vous permettre un petit peu de définir le contour de ce que c'est. Donc, c'est quand on associe un animal à un projet éducatif, social, thérapeutique ou de recherche. Peut-être le point le plus important, c'est de vous dire que c'est à minima une triangulation. Vous aurez toujours un intervenant, un professionnel, un bénéficiaire, donc la personne humaine qui va bénéficier de cette prise en charge, et un animal. Si on n'a pas cette triangulation, on ne peut pas parler de médiation par l'animal. Cette intervention, elle peut se faire en individuel, un seul bénéficiaire, ou un groupe de bénéficiaires. Donc on peut avoir 4, 5, 6 personnes bénéficiaires. De même, on peut avoir 1, 2, 3 animaux. Et on va sélectionner l'animal ou les animaux sur des critères spécifiques, des questions de tempérament, des questions d'espèce. Et cet intervenant qui est là et qui va organiser ces séances de médiation animale, il est qualifié, il est formé. Et dans tous les cas, on recherche à améliorer soit le fonctionnement cognitif, soit le fonctionnement physique, émotionnel ou social d'une personne. Comme toute pratique de prise en charge, il faut qu'elle soit évaluée
et bien sûr documentée. Ce qui est intéressant, c'est que nous, en France, on utilise le terme un petit peu parapluie englobant de médiation animale. Certains collègues praticiens sur le terrain utilisent le terme médiation par l'animal, que je trouve aussi assez intéressant puisqu'il fait écho au terme anglais, qui est Animal Assisted Intervention, donc l'intervention assistée par les animaux. Alors dans cette triangulation, si on regarde un petit peu les données de recherche qu'on a à l'heure actuelle, on se rend compte que depuis maintenant 60 ans qu'on s'intéresse à ça, il y a un centrage de la littérature sur les bénéficiaires. Quels sont les apports pour ces personnes ? Depuis une quinzaine d'années, on se pose aussi la question, mais est-ce que cette pratique a des effets sur l'animal, effets positifs ou négatifs ? On pourra revenir sur cette question au moment des échanges avec la salle. Et on a une quasi-absence de données sur les intervenants. En 2008, sur l'impulsion de la Fondation Adrienne et Pierre Sommer, une grande enquête est menée sur l'état de la littérature scientifique sur cette question. Alors, vous voyez un petit peu le nombre de publications par année. Vous voyez que ça augmente selon les années, mais quelque chose d'assez continu. Et au début des années 2000, on connaît une chute de la littérature scientifique sur la question, pour plein de raisons. Alors, pour autant, faisons un petit peu un point. Quelles sont les populations humaines pour qui on a le plus de données ? Eh bien, ça va être les jeunes enfants, les personnes avec des handicaps physiques et les personnes âgées. Personnes âgées qui sont sur le haut du podium. Et sur les populations animales, ça va être le chien, le cheval et le chat, avec le chien sur le haut du podium. J'aimerais quand même vous faire noter que pendant la première partie des études scientifiques qui portaient sur la question de médiation animale, nous ne trouvions dans les textes que la mention pet, animal de compagnie, comme si finalement un chien équivalait à un chat ou un cheval, et on ne mentionnait pas quelle était l'espèce animale impliquée. Donc il y avait une sorte de vision un peu utilitaire de l'animal sans considérer son individualité, ce qui n'est plus du tout le cas maintenant. Alors après cette chute des publications, il y a eu quelque chose qui s'est totalement emballé et un retour de l'intérêt des chercheurs pour cette question, puisqu'aujourd'hui, on a plus de 100 études scientifiques publiées internationalement par an. C'est quelque chose d'assez extraordinaire, c'est-à-dire c'est plus du double de ce qui était publié sur la période précédente. Avec les personnes les plus étudiées, les personnes âgées toujours, les enfants avec troubles du spectre de l'autisme, mais aussi tout ce qui est autour de la santé mentale, stress post-traumatique, dépression, entre autres. Alors faisons un tour justement du côté des bénéficiaires. Et qu'est-ce qu'on sait sur les apports spécifiques de l'animal dans le cadre de la médiation animale ? Alors avant de me focaliser précisément sur certains publics, je vous propose un petit peu de regarder ça sous l'angle des bénéfices. Alors on peut avoir des bénéfices par exemple autour de la communication et des comportements. Par exemple, dans le cas des démences, des ateliers avec des chiens vont permettre de diminuer l'agressivité de ces personnes. Chez des adultes qui ont des altérations cognitives liées à l'âge, mais aussi liées à des accidents de la vie, pareil, des ateliers avec des chiens montrent une diminution de l'agitation. Sur le volet un petit peu plus psychologique, quand on regarde des personnes qui souffrent de dépression, on se rend compte que prendre en charge ces personnes avec des séances de médiation animale avec différentes espèces animales équivaut à une prise en charge en psychothérapie. Sur les effets concernant les personnes avec stress post-traumatique, les effets sont variables. En fait, ça va dépendre de la sévérité du stress post-traumatique. Les effets sont beaucoup plus importants des séances de médiation animale quand les personnes ont un stress post-traumatique plus léger, quand c'est vraiment très très profond. On voit que les effets sont un peu plus légers. Et enfin, on a une baisse de la dépression chez les adultes avec des altérations cognitives. Sur la communication plus spécifiquement, on voit que même les personnes qui souffrent de démence augmentent leur interaction sociale en présence des animaux lors des séances. Sur des aspects physiques aussi, c'est assez intéressant parce que faire des activités de médiation animale, notamment dans des secteurs hospitaliers où des enfants et des adolescents sont hospitalisés et sont en situation douloureuse, permet de baisser la douleur ressentie.
Donc ça a été notamment étudié dans les services d'oncologie, au moment où il y a des chimiothérapies ou des soins un peu plus lourds. La présence du chien, mais aussi des petits animaux comme lapins ou cochons d'Inde, permet à ces jeunes d'avoir moins mal pendant les soins. Par contre, sur des aspects de stress, anxiété, dépression, là, on n'a pas d'apport sur le domaine physique, mais ce sont des dimensions qui sont un petit peu moins impactées par ces soucis de santé. Et on a aussi montré que les personnes qui présentaient une sclérose en plaques et qui montaient à cheval régulièrement, donc accompagnées par des personnes professionnelles de la médiation animale, regagnaient en capacité d'équilibre et avaient aussi un meilleur tonus musculaire. Et enfin, sur les aspects émotionnels, en fait, les résultats sont un petit peu moins clairs. Mais pourquoi les résultats sont un petit peu moins clairs? Parce qu'on ne prend pas forcément en considération l'attrait des personnes pour les animaux. Et il se peut que la sélection des personnes qui a été faite dans ces études fasse que, au départ, elles n'avaient pas forcément une envie d'être là au contact avec les animaux. Donc ça souligne aussi le fait que tout le monde ne peut pas bénéficier de la médiation animale. Il faut présenter peut-être un profil particulier. Et un des premiers critères, c'est déjà d'être attiré par les animaux et les aimer, puisque être au contact d'animaux quand on a une phobie, ce n'est certainement pas adapté. Alors, on va faire peut-être une plongée un petit peu plus en détail chez certaines personnes. Et on va parler notamment des personnes bénéficiaires qui sont le plus étudiées d'un point de vue recherche sur les apports de la médiation animale. Donc, c'est les personnes âgées qui vivent en structure. Ça peut être structure de jour ou EHPAD. Et pourquoi c'est quelque chose qui est très important ? Parce que c'est un enjeu sociétal majeur. Le nombre de personnes âgées augmente au fur et à mesure des années. D'après l'INSEE, on aura 21% de la population qui seront considérés comme seniors en France en 2022. Et les symptômes liés au vieillissement, je peux vous les résumer un petit peu comme ça. C'est des processus physiologiques progressifs et irréversibles qui impliquent des transformations physiques, socioculturelles et familiales et qui représentent une période de remaniement psychologique et émotionnel pour ces personnes. Par rapport à ce que je vous ai dit au départ sur déjà les apports des animaux à la maison, on se rend compte à quel point finalement ces animaux ont peut-être une capacité, des leviers pour accompagner au mieux ce vieillissement. Et c'est pour ça que clairement l'HAS s'est positionnée depuis plusieurs années comme l'utilisation de compléments non pharmacologiques dans l'accompagnement des personnes âgées et notamment par le biais de la présence animale en EHPAD. J'ai voulu chercher un petit peu des chiffres sur la présence animalière en EHPAD. Et sachez que le dernier état des lieux, qui a été vraiment exhaustif en France, remonte à 2010. Donc on peut, avec sûreté, se dire que c'est à minima la situation d'aujourd'hui, puisque globalement, ça augmente au fur et à mesure des années. C'est une étude qui a été menée par Robert Keller dans le cadre de sa thèse, donc en 2010, où il avait contacté plus de 7000 structures d'accueil de personnes âgées à cette époque, et 10% disaient accueillir un ou des animaux et pratiquer la médiation animale. À l'époque, c'était le chat qui était en haut du podium, suivi par le chien et des oiseaux et d'autres animaux qui venaient de façon ponctuelle comme des lapins ou des cochons d'Inde. Il faut savoir que ça correspondait à des animaux qui pouvaient être là de manière permanente. Donc un chat qui s'était installé dans un EHPAD et qui était resté sur la volonté de la direction, ou alors qui venait faire des ateliers de manière ponctuelle avec des professionnels. Et depuis, alors on sait clairement qu'il y a un engouement. Il y a clairement de plus en plus d'établissements qui accueillent ces animaux de manière permanente ou temporaire, mais c'est non chiffré. Ce qui est aussi important à noter dans les changements qu'on a eus en France dernièrement, c'est la loi du bien vieillir, peut-être que vous en avez entendu parler, le 8 avril 2024, et qui donne un droit de visite et le droit d'accueillir un animal de compagnie en EHPAD. Donc aujourd'hui, toute personne qui rentre en EHPAD peut demander à être accompagnée par son animal de compagnie et l'EHPAD se doit de trouver une solution d'accueil pour la personne et son animal. C'est un enjeu majeur puisque très souvent, c'est une étape où la personne
doit laisser une grande partie de sa vie derrière elle et pouvoir rester avec son animal avec qui elle a créé un attachement est quelque chose qui permet une transition beaucoup plus douce dans l'entrée, dans ce nouveau chapitre de sa vie. Ça, c'est pour l'animal qu'on ramène avec soi en EHPAD, mais il y a aussi la médiation animale dont je vous parlais. Donc, c'est venues ponctuelles de l'animal et qui vont permettre d'avoir des activités avec eux, accompagnées par un professionnel. Clairement, je pense que l'effet le plus reconnu par les études scientifiques pour les personnes âgées en EHPAD, c'est sur la dépression. Participer à des séances de médiation animale permet de réduire la dépression chez ces personnes âgées. Alors, comment ça marche ? On sait notamment que dans le cadre de la démence, il y a au niveau du cerveau des connectivités qui sont de plus en plus réduites, et notamment dans des zones qu'on appelle l'amygdale, qui est associée à des régions de contrôle émotionnel. Et ces régions-là sont fortement liées à la dépression. Or, on a pu montrer dans de nombreuses études où des activités de médiation animale se faisaient avec des chevaux, qu'il y a des effets émotionnels liés à ces séances avec les chevaux et qui permettent justement d'améliorer la connectivité de l'amygdale et qui va stimuler donc l'hippocampe grâce à des activités qui nécessitent la mémoire. Et par ce jeu au niveau cérébral de stimulation et de maintien de la connectivité, on a une sorte de prévention contre la dépression, mais aussi une dépression, si elle est déjà installée, qui va diminuer. Alors, si je vous cite un exemple plus précis d'activité, ici, c'était une maison de retraite qui avait mis en place un programme où, pendant 1 heure, sur 4 jours consécutifs, on avait des séances de médiation animale. Là, cette maison de retraite a dit on n'a pas pu mesurer clairement des effets de cette arrivée du chien. Puis, d'autres maisons de retraite, on l'a déclenché des programmes beaucoup plus longs. Des séances sur 6 mois, séances qui étaient hebdomadaires. Et là, clairement, on a notamment des améliorations de l'humeur qui, derrière, découlent avec une diminution notamment de la dépression, mais aussi une prévention de la dépression. Donc, on se rend compte clairement qu'il y a une importance de la durée du programme. Ce n'est pas le tout de venir une fois avec un chien faire des activités. Il faut que ça s'inscrive dans le temps, que ça devienne une forme de routine et qu'on puisse constater des effets sur le long terme. Bien entendu, il y a une modulation en fonction de la sévérité des troubles. Si les personnes âgées qui bénéficient de ces programmes ont des maladies d'Alzheimer avec un stade sévère notamment ou des démences assez avancées, les effets sont moindres. Attention, je n'ai pas dit pas d'effets. Les effets sont moindres, mais les effets sont quand même là et constatables. Donc en fait, toute personne peut bénéficier des séances de médiation animale. Par contre, il faudra être réaliste sur les attentes qu'on peut en avoir en fonction du profil de la personne. Alors, à l'heure actuelle, j'ai la chance d'encadrer avec des collègues sur l'île un projet doctoral justement autour de la présence des animaux de compagnie sur le bien-être, le réseau social des personnes âgées en EHPAD. Et donc, cette thèse a commencé en octobre dernier. Donc, qui sait, on aura l'occasion d'en parler dans quelques années sur les résultats qu'on a constatés. Alors, on va passer un petit peu à l'opposé de l'âge de la vie et on va parler maintenant médiation animale en classe avec les plus jeunes d'entre nous. Et en fait, peut-être que si vous remontez dans vos souvenirs, vous vous dites « Ah mais oui, moi j'ai eu un animal dans ma classe ». Moi par exemple, j'ai eu des animaux dans ma classe. J'avais des poissons rouges dans une des classes en primaire et on a eu des cochons d'Inde. Et en fait, je pense que bon nombre d'entre vous ont eu ce qu'on appelle des animaux qui étaient des simples ornements. Ils étaient là dans la classe sans être forcément impliqués dans la vie de la classe ou sans projet pédagogique. Il y a aussi des animaux qu'on dit des animaux de hasard. Très souvent, les animaux de hasard, ce sont les chats. C'est eux qui décident, tiens, ça a l'air sympa, je m'installe ici. Et pour peu que l'équipe pédagogique soit OK, l'animal reste. Mais ces animaux peuvent aussi rentrer de manière volontaire dans les classes. Un chien d'assistance d'un élève, un élève qui présente un handicap, qui est assisté par un chien, il est scolarisé, donc le chien rentre avec l'élève à l'école. Aujourd'hui aussi, on a des chiens d'assistance qui sont dédiés à la scolarité. C'est des chiens qui vont être mis à une classe, un établissement, pour accompagner les élèves dans un projet pédagogique. Très souvent, ce sont des chiens qui sont là pour des classes avec des particularités, comme le dispositif Ulysse, mais pas que. On a aussi des personnels
qui par leur attrait peuvent décider d'emmener son animal à l'école. Donc ça arrive. Et puis on a les séances de médiation animale, des projets pédagogiques avec l'animal dans la classe, comme de la lecture avec le chien, ou encore des fois on a l'animal qui est hors des murs, puisqu'on a des établissements, par exemple, qui se lancent dans des projets de ruches, d'aller aussi visiter régulièrement des fermes pédagogiques. Alors l'animal à l'école, le plus souvent, c'est soit parce que la personne qui travaille emmène un de ces animaux, ou alors les séances ponctuelles de médiation animale. Clairement, c'est quelque chose qui est en pleine expansion aujourd'hui sur le terrain en France. Alors si on regarde un petit peu d'un point de vue scientifique, parce que c'est bien beau d'amener un animal en classe, mais qu'est-ce qu'on mesure? Est-ce que vraiment ça a un intérêt? Eh bien oui, il y a des apports qui semblent bien multiples, et cela que l'enfant ou l'adolescent ait un développement typique ou qui présente des difficultés. Dans l'ensemble du panel de ce qu'on peut constater dans les apports, là où on a clairement des données, et ce n'est pas quelque chose de nouveau si vous m'écoutez maintenant depuis une demi-heure, c'est la réduction du stress. La présence de l'animal dans la classe réduit le stress au moment des examens, mais aussi en règle générale. Et ça va rendre aussi la dynamique de la classe beaucoup plus positive. On sait aussi, en fonction des exercices qui sont donnés, que la présence de l'animal, que ce soit un chien, un cochon d'Inde ou autre, il va participer au développement des compétences motrices et à une meilleure compréhension des consignes. On sait aussi à court terme que ces animaux en classe vont permettre une meilleure socialisation. Ça a été montré notamment dans des classes où il y a des enfants qui arrivent en cours d'année et ils sont mieux intégrés. Et on a encore des choses à confirmer, comme est-ce que l'animal vraiment permet de gagner en compétences de lecture ou encore, sur du long terme, à développer des capacités d'empathie, comme on l'a vu pour l'animal à la maison. Alors, quelques expériences pour vous donner un petit peu plus de concret. Est-ce qu'un chien peut améliorer vraiment les compétences de lecture à l'école? C'est un programme qui est de plus en plus populaire, mais les données de recherche restent quand même à leurs prémices. Pour des enfants typiques, là, c'était un gros programme en Allemagne qui a proposé à 169 enfants de participer 1 heure par classe pendant 1 an à lire des histoires à un chien qui était là, assis et qui écoutait les histoires. Et étonnamment, les scores de lecture se sont améliorés, mais uniquement en maternelle. Attention, vous allez me dire, mais on lit en maternelle. En fait, les enfants avaient des supports visuels et ils s'amélioraient dans la quantité d'informations données, dans la fluidité de l'histoire racontée. Donc pas forcément pour les plus grands, mais en tout cas pour les plus jeunes, ça a été quelque chose d'efficace. Pour des enfants aux diverses difficultés, je vous prends un exemple. Des enfants avec des difficultés de lecture, c'est quelque chose de plus en plus courant. Et ce programme a proposé à une centaine d'enfants avec des difficultés de lecture de lire pendant 20 minutes, une fois par semaine. Il y avait un duo enfant-chien. Donc l'enfant était là avec le chien et il lisait un livre à ce chien. On avait un groupe contrôle pour voir si ce n'était pas simplement au cours de l'année une amélioration. Donc le contrôle, c'était un adulte ou une peluche. Et clairement, les enfants qui ont participé aux ateliers de lecture avec le chien ont gagné en taux et en précision de lecture, mais aussi ont gagné en amélioration de leur compréhension du texte qu'ils avaient lu. Alors bien sûr, il y a des précautions qui sont non négligeables dans ce type d'atelier. Ce n'est pas le tout d'amener un chien dans une classe, il faut penser à certains éléments. Premier élément, c'est l'importance du toucher. Ça a l'air totalement trivial parce qu'on se dit, quand on est avec un chien, on va le toucher. Mais en fait, ce toucher est hyper important. Je vous l'illustre avec une expérience faite chez des enfants avec troubles du spectre autistique qui lisent avec un chien, mais ils ne le touchent pas. Et là, on se rend compte qu'en fait, ce programme a que des apports mineurs et que ce n'est pas durable. Une fois que c'est fini, les apports disparaissent. Ici, c'était un autre programme pour des garçons qui présentaient un attachement insécure et on les mettait dans une situation stressante. Je vous rassure, ce n'était pas trop stressant, c'était du calcul à haute voix ou de la lecture. Et on se rend compte que quand un chien est présent, en comparaison à une peluche ou un adulte, eh ben, on a des baisses du cortisol salivaire. Et plus les enfants caressaient le chien, donc on a mesuré le taux de caresse, et moins leur réaction au stress était prononcée. Donc on a une forme de boucle positive où quand on caresse l'animal, on a vraiment des conditions idéales pour favoriser les apprentissages.
Et le temps passé ensemble est aussi quelque chose d'important. Là, ce sont des chercheurs qui ont proposé des programmes de médiation animale avec un chien. Et ils ont fait des niveaux d'interaction un petit peu différents. C'est-à-dire des niveaux peu intenses, donc on va toucher très très peu, voire pas du tout. Des niveaux où on peut caresser de temps en temps, et l'autre où on est vraiment collé serré, on peut interagir, on peut jouer. Et on va vraiment évaluer avant les séances de médiation animale et après des compétences de fonction exécutive, c'est-à-dire mémoire de travail ou sa capacité à inhiber un comportement dans une situation donnée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que oui, la présence du chien, quel que soit le niveau d'interaction qu'on a avec lui, va permettre d'améliorer les compétences qui sont évaluées. Mais par contre, particulièrement, ça va être beaucoup plus noté chez ceux qui ont une condition d'intervention la plus intensive, c'est-à-dire qui ont le plus d'interaction avec le chien. Et c'est là où je vous fais juste un petit warning, parce que c'est aussi intéressant de se dire, mais attention, s'il y a une intervention plus intense sur le chien, quels sont les effets sur le chien? Est-ce que lui-même est encore dans un état de bien-être et est-ce que lui-même ne devient pas stressé à être sursollicité? Donc ça, c'est des aspects autour de la présence animalière à l'école. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, rendez-vous la semaine prochaine. J'ai des collègues qui viennent en parler sur une table ronde sur quelle place pour les animaux à l'école, plus spécifiquement. Et maintenant, je vais vous parler du trouble du spectre de l'autisme, qui est un petit peu les personnes avec qui je suis rentrée dans cette question de recherche et dans cette thématique. Il y a maintenant, attention, coup de vieux, 19 ans. Et pour qui, je pense, on a de plus en plus de données qui nous permettent de vraiment comprendre ces personnes par le biais de la médiation animale, mais aussi la relation à l'animal en général. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le trouble du spectre de l'autisme, on peut le résumer un peu rapidement comme un diptyque de particularités. C'est un développement différent qui est dès le plus jeune âge, et ça concerne une naissance sur 150, voire une naissance sur 100. Ces personnes ont des difficultés ou des différences de communication sociale et présentent aussi des comportements d'intérêt restreint et répétitifs et une sensorialité qui est différente des personnes neurotypiques. Aujourd'hui, je vous disais, ça fait partie des personnes pour qui on connaît le plus de choses sur les apports des animaux. On a plus de 50 études scientifiques qui vont dans le sens de réels bénéfices. Amélioration des comportements sociaux, une ouverture au monde, plus d'interactions sociales, plus de verbalisation, des humeurs positives plus fréquentes, amélioration des compétences motrices, moins d'isolement social, moins de comportements sociaux négatifs. La première fois qu'on s'est posé une question de l'intérêt de la médiation animale pour ce public, c'était en 89. Pour des enfants entre 5 et 10 ans, où on leur proposait d'interagir avec un professionnel et un chien. Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'il y avait des mesures à chaque séance. Et on se rend compte qu'il y avait une augmentation qui était progressive des comportements prosociaux. Donc au fur et à mesure des séances, ces enfants gagnaient en compétences, de meilleures interactions verbales, non verbales, plus adaptées. Ils étaient plus force d'initiation, avec des activités conjointes, aussi bien avec le chien qu'avec l'adulte, avec des diminutions de comportements qu'on peut appeler comportements autocentrés, stéréotypie ou recherche de stimulation. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut s'ouvrir aussi, puisque dans le cas de cette expérience, c'était dans des écoles en Australie ou dans des classes où il y avait un enfant avec TSA et des enfants typiques. On y intégrait des cochons d'Inde et on proposait de temps en temps des activités médiées par un professionnel, soit avec ces cochons d'Inde, soit avec des jouets. Et on se rend compte que dans la situation où on mettait en jeu les cochons d'Inde, eh ben, l'enfant avec TSA et ses copains au développement typique allaient augmenter leurs comportements sociaux et une perception positive de la situation. Donc en fait, l'animal permet aussi à l'enfant avec TSA de participer à une vie d'un groupe et de mieux s'intégrer avec ses pairs. Et cet engagement, on le retrouve dans d'autres situations. Là, je vous ai parlé des cochons d'Inde, mais on le retrouve aussi quand les activités de médiation se font avec le cheval. Quand ces enfants avec TSA, dans ces expériences, font de manière hebdomadaire des exercices avec les chevaux accompagnés par le professionnel, on se rend compte qu'en dehors des séances, ils participent plus aux activités quotidiennes. Ils ont plus de motivation à s'engager dans ces activités. Et quand ça se passe à l'école, eh ben, on note aussi plus d'engagement avec l'enseignant, un intérêt accru pour la fréquentation de l'école.
En fait, ça rayonne dans toutes les sphères de la vie de cet enfant et de cet adolescent avec TSA, et ça va même rayonner sur sa famille. Pour autant, il y a des résultats qui peuvent être variables. Je vous ai présenté un petit peu les études qui montrent les bénéfices les plus saillants, mais quelquefois, on a des études qui disent « Ah, bah, tous les enfants ou tous les ados n'ont pas bénéficié, on ne comprend pas. » Là encore, la force du lien entre l'humain et l'animal est un facteur essentiel. Si au cours de ces séances, ce bénéficiaire et cet animal arrivent à créer une relation, c'est là où on va voir le plus de bénéfices qui s'expriment, mais aussi l'attrait, comme je vous disais. On n'imagine pas que quelqu'un qui soit phobique des chiens puisse bénéficier d'une séance de médiation animale avec les chiens, sauf si celle-ci a pour objectif de diminuer la phobie. Alors, c'est peut-être intéressant de connaître les bénéfices, mais en tant que chercheur, souvent, on a envie de savoir comment ça marche. Je vous propose de vous donner quelques pistes sur qu'est-ce qui se passe et pourquoi on observe ces bénéfices. Alors bien sûr, ce ne sera pas exhaustif, mais je vais vous donner quelques pistes de mécanismes sous-jacents qui expliqueraient pourquoi cet animal prend soin de nous et comment il arrive à prendre soin de nous. Alors peut-être la chose la plus évidente qu'ont mis en avant les psychologues, c'est que l'animal a une capacité à être non jugeant de par son côté non verbal. En effet, vous pourrez raconter la pire des choses que vous avez faites à votre chien ou à votre chat, ou dans le cadre de séances de médiation en prison, le cheval va être devant le pire criminel. L'animal va prendre la personne pour un individu, sans juger ce qu'elle a fait avant. Et cet aspect non jugeant, notamment dans les personnes qui sont en reconstruction, est extrêmement important. Donc de là se déclenchent des mécanismes psychologiques par la suite. On a bien entendu la régulation du répertoire comportemental. Je vous en ai parlé au tout début de cette conférence, où justement, quand l'enfant va ajuster ses interactions avec l'animal, j'ai un comportement qui est adapté, une bonne interaction sociale, mon chien reste jouer avec moi, on a des interactions positives, donc je construis mon répertoire comportemental de manière ajustée et je le transfère aux autres. Ce rôle de catalyseur social, là encore, je ne vais pas m'étendre puisque je vous en ai parlé au tout début, mais c'est quelque chose qui est essentiel, ce rôle de catalyseur social, notamment pour les personnes qui peuvent se retrouver en marge de la société. L'animal, c'est un support d'échange, notamment pour les personnes qui sont porteuses d'un handicap. La première fois qu'on l'a montré, c'était une expérience où des enfants étaient en chaise roulante et allaient dans un centre commercial, seuls, quasiment pas de regard, personne ne leur parlait, voire même des détours physiques ou de regard. Ce même enfant, à la même heure, le lendemain, va dans le même centre commercial accompagné d'un chien. Ça change du tout au tout. Des sourires, des paroles, des gens qui viennent discuter avec lui. Et donc, pour ces personnes qui sont isolées de par leur handicap, la présence de l'animal va leur amener des situations d'interaction sociale positives qui vont leur permettre de bénéficier de nombreuses choses. Donc ça, c'est le rôle de catalyseur social de l'animal. Le rôle des hormones. Je vous ai parlé du cortisol, qui est l'hormone du stress et qui va diminuer en présence de l'animal. Mais je veux vous parler aussi d'une autre hormone qui est l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone qui est essentielle dans l'attachement entre les parents et les enfants dès les premiers jours de vie. Quand on est amoureux, c'est l'hormone du bonheur. Il s'avère que lorsque vous regardez un chien dans les yeux, vous allez sécréter de l'ocytocine, beaucoup plus. Et le chien aussi va en sécréter en retour. Donc, vous avez tout un circuit hormonal qui se met en jeu quand vous êtes en interaction avec l'animal. Et c'est certainement ce qui explique ce sentiment de bonheur et de bien-être, notamment dans le cadre des séances de médiation animale. Donc, ces circuits-là, à l'heure actuelle, ne sont pas encore étudiés vraiment dans ces situations interspécifiques entre l'homme et l'animal, sauf le cas que je vous ai cité avec le fait de regarder un chien dans les yeux qui va augmenter la sécrétion d'ocytocine. Mais ces aspects physiologiques et biologiques ne sont pas les seuls, parce qu'on a aussi des corrélats neurophysiologiques qui peuvent exister, et il y a une expérience toute simple qui a été faite. Je dis toute simple parce que pour les chercheurs de ce domaine, ça doit être le cas, où on proposait à des mères de regarder des photos de leur enfant, de leur chien, d'un enfant qu'elles ne connaissaient pas et d'un chien qu'elles ne connaissaient pas. Et il s'avère que ces chercheurs ont identifié un réseau commun de régions cérébrales
qui s'active quand ces mamans regardent des images de leur enfant et de leur chien de la même façon, et qui ne s'active pas quand elles regardent d'autres enfants et d'autres chiens. Et ce réseau, c'est en fait un réseau qui est impliqué dans l'émotion et dans l'affiliation. Donc il y a des choses communes dans l'attachement et dans ce qui peut se passer au niveau cérébral, que ce soit avec un humain d'attachement, mais aussi avec un animal d'attachement. Donc il va falloir essayer de creuser comment finalement, au niveau cérébral, nous traitons ces informations et cet attachement que nous pouvons avoir à un autre individu, qui soit de notre espèce ou d'une autre espèce. Et enfin, je vais vous parler de l'attention visuelle, qui est un petit peu mon dada en ce moment, sur lequel je travaille, sur notamment l'importance de se regarder. Je vous en ai parlé pour l'ocytocine, mais comment on se regarde et comment la façon dont on se regarde va peut-être expliquer ce qui se passe dans l'interaction avec l'animal. Et pour ça, je vais vous reprendre l'exemple des personnes avec troubles du spectre de l'autisme. Les personnes avec troubles du spectre de l'autisme, quand elles regardent une autre personne, elles vont explorer plutôt le visage sur la partie basse, se concentrer sur le nez et la bouche. Quand une personne neurotypique explore un visage, elle va l'explorer plutôt en triangle, avec un intérêt assez accru pour les yeux. Une des grandes hypothèses est que le fait de ne pas regarder les yeux pour ces personnes avec troubles du spectre de l'autisme expliquerait leur difficulté de communication. Il y a quelques années, quand je découvre ces études, je me dis « Ah, mais c'est génial, mais comment elle regarde un animal ?» En tout bon scientifique, on fait une revue de littérature, et il n'y avait rien sur cette question. Donc on monte un projet avec les collègues à l'époque, et où on propose à des enfants et des adolescents neurotypiques, mais aussi avec TSA, de regarder des visages humains. Vous voyez les résultats. Nos enfants typiques sont en haut, ils vont regarder les yeux et la bouche, et nos enfants avec TSA vont regarder plutôt le nez et le côté bas du visage. Je ne révolutionne rien, ça on le connaît dans la littérature. Par contre, quand on leur présente des visages animaux, que ce soit des enfants neurotypiques ou des enfants avec TSA, la zone privilégiée de regard, ça va être les yeux. Ça a été le cas sur des visages de chats, de chiens, mais aussi de cheval. Et donc là, on s'est dit, mais on tient peut-être quelque chose. Si ces personnes avec TSA n'explorent pas les visages humains de la même façon que les visages animaux, ça peut être une piste pourquoi ces animaux prennent soin. C'est tout simplement parce qu'on arrive à les regarder dans les yeux et que porter attention aux yeux des animaux pourrait aider ces enfants, mais de manière générale, ces personnes avec TSA, dans la communication interespèces et après le transférer, pourquoi pas dans la communication avec un autre partenaire humain. Ce qui expliquerait pourquoi tout à l'heure, je vous ai dit, dans la médiation animale, on voit que la communication avec autrui s'améliore, des meilleures interactions sociales. Si j'apprends des choses avec l'animal parce que je sais bien le regarder dans les yeux, peut-être que ça va m'aider à développer mes compétences sociales. Là, on est sur des images en 2D. On a attendu quelques années que des choses technologiques se développent. Et on a testé il y a peu, grâce à Manon Toutain, qui était en thèse avec moi et qui a soutenu l'année dernière, en conditions réelles. On a proposé à des enfants avec TSA et des enfants typiques de porter des lunettes d'eye tracking. Donc, c'est des lunettes que vous voyez ici, qu'on met sur les yeux et qui permettent d'enregistrer en temps réel où la personne regarde. Et on a proposé à ces enfants de rencontrer un chien, un humain, mais aussi un cheval, un lapin et un cochon d'Inde, pour savoir en conditions réelles, est-ce qu'ils vont aussi regarder les yeux? Parce que ce n'est pas la même chose de regarder une image sur un écran que de regarder un être vivant face à soi. L'eye tracking nous permet en fait, a posteriori, sur notre ordinateur, de savoir où le regard s'est posé, et on va délimiter des zones. Donc, vous voyez, sur des visages, on va dire, là, c'est la zone des yeux, la zone de la bouche, et notre logiciel va après nous comptabiliser combien de temps chaque individu a passé à regarder telle zone, telle zone, telle zone. Je vais vous donner les résultats qui sont tout neufs. Avec l'humain, l'exploration elle est différente, c'est-à-dire les enfants neurotypiques ne regardent pas l'humain de la même façon que le font les enfants avec TSA, la même chose que sur des images. Et pour les animaux, ce que je vous propose, c'est tout simplement de regarder les vidéos, et puis je vous montre le petit graphe après. Donc ça, c'est un enfant typique qui regarde. Le petit point qui va se déplacer, c'est là où le regard se porte.
Donc là, on a la triangulation, les yeux, la bouche, et d'un seul coup, on va partir sur le chien. Et on a aussi la triangulation sur le chien. Et là, ça va être que focus bouche. Et on va pouvoir voir la triangulation sur le chien, comme l'ont fait les enfants typiques. Et donc, ce que vous voyez avec le chien, c'est aussi passé avec le cheval, le cochon d'Inde et le lapin, c'est-à-dire que nos enfants typiques et nos enfants avec TSA explorent de la même façon les faces animales, c'est-à-dire il y a un intérêt pour les yeux, ou en tout cas, par exemple pour le lapin, pour la tête, par rapport à la zone basse. Donc il y a vraiment, même sur l'animal vivant qu'on a en face de soi, un attrait pour cette zone des yeux, donc qui tend à confirmer que savoir porter son attention au bon endroit pourrait expliquer pourquoi on a des développements, des compétences sociales chez ces enfants, notamment quand ils interagissent avec des animaux en situation de médiation animale. On va continuer à explorer ça pour essayer de comprendre plus en détail comment ça se passe. Et je finirai mon intervention pour quelques mots envers les animaux. Ce n'était pas le focus de cet après-midi, mais néanmoins, sans l'animal, pas de médiation animale. Et juste pour vous donner un petit peu un panel, on a le plus souvent les espèces que je vous ai citées, les chiens dans toute leur diversité, les petits animaux, cochons d'Inde, chinchillas et aussi lapins, les chevaux, mais les ânes aussi, avec un développement des fermes pédagogiques depuis quelques années. Mais on a aussi des expériences un petit peu plus marginales qui existent en France, mais aussi à l'étranger, des choses avec des oiseaux, notamment des rapaces. On a en France l'association Les Chouettes du Cœur. On a les lamas qui sont de plus en plus utilisés. Très intéressant parce que les lamas n'ont pas les yeux sur les côtés comme les chevaux, mais les yeux en face. Donc pour interagir, c'est assez chouette parce qu'ils sont à hauteur d'homme. Et dans d'autres pays dans le monde, on a des programmes qui se développent avec des animaux sauvages, chose qu'on évite en France, voire même qui, dans les années à venir, sera interdit, avec des loups, des dauphins ou des éléphants en Asie qui sont utilisés de la même façon que les chevaux en France. Je vous le disais un petit peu au début, quand je vous parlais de la médiation animale, on a eu un changement du statut de l'animal. Au départ, on parlait d'un animal outil qui était vraiment là pour servir. Dans les années 80, il y a eu tout un mouvement où on était là avec l'animal médicament qui allait soigner, au même titre qu'on prenait un antalgique quand on avait le mal de tête, et ben on allait prendre un chien pour guérir la dépression. Aujourd'hui, on est revenu sur ça et on est vraiment dans un courant, aussi bien dans la recherche que sur les praticiens sur le terrain, qui parlent d'animal partenaire. C'est vraiment l'association de ce duo qui travaille ensemble au bénéfice de la personne. Donc l'animal a son individualité et sa place à prendre. Ce qui fait qu'il est important d'assurer le bien-être des partenaires animaux. En effet, cet animal est vraiment, au même titre que le professionnel, un individu d'importance. Et les bénéfices ne pourront pas être possibles en fait sans prendre en considération l'animal. Il doit être pleinement intégré et considéré comme un être vivant, doué de sensibilité, ce qui veut dire qu'il faut être vigilant au bien-être des animaux avec lesquels on travaille sur le long terme, mais aussi au moment des séances, et donc lui réduire au maximum le stress au quotidien et être très attentif. La présence d'animal, elle ne s'improvise pas, que ce soit en EHPAD, que ce soit en classe. On doit prendre soin de lui, puisque c'est vraiment un partenaire. Et donc je finirai tout simplement en disant que finalement, notre lien humain-animal, avant tout, c'est des histoires singulières. Peut-être que chacun d'entre vous vous êtes retrouvé ou pas dans les situations que je vous ai racontées, mais en fait, c'est deux individus qui se rencontrent à un moment donné, quelquefois avec un professionnel qui va médier tout ça. Et en fait, ce sont des histoires personnelles, des bénéfices que nous, chercheurs, nous essayons simplement de comprendre et trouver un petit peu une ligne transversale pour montrer à quel point ces animaux sont importants et prennent soin de nous dans notre quotidien. Je vous remercie.
Un grand merci, Marine, pour cette conférence passionnante. Donc maintenant, on passe aux questions. Donc, on est 2 avec nos micros. Merci beaucoup pour cette conférence très intéressante. Je remarque néanmoins que vous n'avez pas parlé, mais enfin bon, des chiens d'assistance, de médiation dans les tribunaux, notamment des labradors ou des golden retrievers. Et vous avez évoqué très légèrement tout à l'heure en disant qu'il faut respecter l'animal, ce qui est tout à fait normal, au point de vue l'animal, médicament, etc. Vous savez qu'il existe encore, hélas, la vivisection, c'est de pire en pire, et que la France est le pays européen qui utilise le plus d'animaux pour les laboratoires, etc., y compris à l'école vétérinaire d'Alfort, où des golden retrievers sont, dès leur naissance, si l'on peut dire, rendus malades au point de vue musculaire, pour après, à l'âge de 6 mois, ne plus avoir de réflexes, etc. Et tout ça pour des études, et on tourne en rond alors qu'il existe des techniques de remplacement. Enfin, ceci dit, vous n'avez pas évoqué non plus, puisque le titre de votre conférence, c'est « Les animaux prennent soin de nous ». Vous n'avez pas évoqué, et ça me choque particulièrement, ce qui est arrivé à une de mes amies qui est aveugle, qui a un chien guide. En 2024, il y avait plus de répertoriés, plus de 250, 300 et encore plus, évidemment, parce que tout n'est pas répertorié. Il y a des personnes aveugles qui ne veulent pas perdre leur temps et qui ne peuvent pas déclarer aux associations d'aveugles ou aux responsables des boutiques ou des hôpitaux même. Une de mes amies, donc, la semaine dernière, a été refusée d'accès à la banque BNP de Bondy. Une personne, disons le mot, visiblement d'origine étrangère, bon, a dit, oui, mais c'est la vérité, a dit, la question est, pourquoi, oui, la question est qu'il faut absolument signaler qu'il y a des refus d'accès pour les personnes aveugles alors que c'est sanctionné par la loi. Voilà ce que je voulais dire. Alors du coup, oui, en effet, j'ai dû faire des choix parce que 1 heure, c'est long, mais en fait, 1 heure, c'est court pour parler de la diversité des animaux qui prennent soin de nous. J'ai fait le choix de partir de l'animal à la maison et de parler de la médiation animale. En effet, il y a un 3e volet qu'on aurait pu développer, qui sont les chiens d'assistance hors séance de médiation animale. Dans cette diversité-là, on retrouve les chiens d'assistance pour les personnes en fauteuil roulant, on retrouve les chiens guides aveugles, les chiens d'assistance judiciaire. En ce moment, donc, on en parle beaucoup dans la presse. Vous avez certainement entendu le procès, le Squarneck, où on a une présence d'une dizaine de chiens d'assistance qui sont là pour assister les victimes. Donc, toutes ces diversités de métiers de ces chiens d'assistance existent. Malheureusement, j'ai dû faire un choix, mais on pourra en parler sans aucun souci. Donc les chiens d'assistance judiciaire, leur mission est d'accompagner les personnes dans le processus qui est judiciaire de la plainte jusqu'au moment où il y a le tribunal. Particulièrement développé au départ pour les plus jeunes, violences sexuelles, violences physiques, pour pouvoir libérer plus facilement la parole de la part des enfants en présence d'un adulte, quand la confiance envers un adulte peut être rompue. C'est vrai que la présence de ce chien a montré un intérêt qui est assez majeur. En France, ça fait déjà 6 ans qu'on voit la présence des chiens d'assistance judiciaire. C'est quelque chose qui vient des États-Unis et qui avait été développé aux États-Unis, qui est donc arrivé là et qui fait ses preuves et qui est vraiment quelque chose d'essentiel et je pense qui est important. D'ailleurs, on a tout un gros projet de recherche au sein du laboratoire qui se développe sur cette question depuis octobre dernier aussi sur le chien d'assistance judiciaire avec une thèse sur la question. Et pour en revenir au droit d'accès, en effet, les chiens d'assistance ont le droit d'aller dans tous les lieux publics.
ont le droit de prendre l'avion, le droit de prendre le train, et le refus d'accès est punissable par la loi. Malheureusement, tout le monde ne connaît pas la loi, mais c'est vrai que c'est des cas qui arrivent encore malheureusement, je ne dis pas quotidiennement, mais en tout cas chaque semaine, et qui remontent dans les différentes associations, chiens guides ou chiens d'assistance comme Andy Chien ou les chiens Guyane par exemple. Est-ce que le fait que l'enfant TSA regarde les yeux du chien et chez l'humain, il regarde plutôt sa bouche, est-ce que c'est dû au fait que le chien ne parle pas, il ne s'exprime pas, il n'a pas les mimiques d'un être humain? Est-ce qu'il y a quelque chose là derrière qui pourrait expliquer que l'enfant TSA regarde le bas du visage chez l'humain? Ou est-ce que c'est une idée farfelue que j'ai là? Non, ce n'est pas une idée farfelue. En fait, il y a de nombreuses théories qui essayent d'expliquer pourquoi l'enfant ou même les personnes avec TSA ne vont pas regarder les yeux chez l'humain. Plusieurs pistes, soit un évitement qui est clairement intentionnel, où c'est une zone qui est en fait trop porteuse d'informations. On est une des seules espèces avec une si grande différence de couleur entre le blanc et notre iris de couleur, et qui bouge en permanence avec des micro-mouvements. Les personnes avec TSA sont très sensibles aux détails et au flux sensoriel, et donc ces yeux pourraient être une zone trop difficile à regarder. C'est souvent ce qu'on lit dans les témoignages de personnes avec TSA. Et justement, on aimerait bien travailler sur cette question. Est-ce que c'est l'œil en particulier, sa conformation, ou est-ce que c'est autre chose qui amène à regarder finalement plus les yeux des animaux? Par exemple, l'absence de dimension verbale, mais à l'heure actuelle, on ne sait pas. Ça reste de l'ordre d'hypothèse. Ouais. Oui, bonjour. En fait, j'avais une question sur le cadre pragmatique dans lequel étaient faites vos études. Peut-être que vous l'avez dit et je ne l'ai pas compris. Est-ce que à chaque fois, c'est des situations fortuites que vous analysez? Est-ce que c'est des mises en place dans le cadre de vos recherches via des associations, ou il existe des structures spécialisées dans la médiation animale, enfin professionnelle ou, voilà. Les trois. Les trois. En fait, ça dépend de la question de recherche qu'on va avoir. J'ai eu l'occasion, par exemple, d'aller dans des familles pour filmer le quotidien des enfants avec leur animal. Donc, auquel cas, on ne modifie rien. C'est ce qui se passe. Après, on a des contacts avec des associations qui font des séances de médiation animale. Et là, de la même façon, on n'intervient en rien et on va filmer ce qui se passe pour pouvoir aller décortiquer. Et après, quand on a des questions plus précises, où on doit jouer sur certains paramètres, on va chercher des partenaires qui sont prêts à mettre en place des séances de médiation, des séances expérimentales, et on va faire des groupes expérimentaux pour répondre plus précisément à nos questions. Très souvent, on commence par des aspects exploratoires, on va voir ce qui se passe dans la réalité. Et une fois qu'on a décortiqué la réalité, où on a des pistes de questions, on va aller créer des situations expérimentales pour essayer de répondre à notre question et voir si le facteur en question est vraiment celui qu'on avait soupçonné. De rien. Bonjour, merci pour la conférence. D'où viennent les animaux en général qui aident cette structure-là ou les encadrants? Est-ce que c'est des sortes de refuges ou des entreprises qui produisent en quelque sorte ces animaux-là? Alors, la médiation animale en France, elle n'est pas légiférée. Donc, ce qui fait qu'on a un panel de professionnels et de structures qui sont hyper variés. Ce qui est le plus fréquent, ça va être un professionnel qui peut venir du monde de la prise en charge de l'humain. Ça peut être éducateur, psychologue, médecin, et qui va avoir des animaux avec lesquels il va travailler. Donc, ces animaux sont des animaux de famille à la maison, et ils ont des moments de travail. Donc, ils les ont adoptés, spécifiquement éduqués pour participer à des séances de médiation animale. Et une fois que la journée est finie, ce chien, ce lapin redevient un animal de famille. Après, on a des structures qui sont un peu plus grandes, qui sont des fermes pédagogiques, des centres de médiation animale. C'est un peu plus rare sur le territoire.
auquel cas on a plusieurs professionnels qui sont là, qui travaillent et qui proposent des séances. Donc les gens se déplacent le plus souvent sur site, les séances sont faites, les animaux vivent sur site, on peut avoir des personnes qui viennent s'en occuper spécifiquement. Donc là, on est à une échelle un petit peu plus grande. Et dans le cas un peu plus spécial des chevaux, on a des professionnels qui passent des partenariats avec des centres équestres, par exemple, et qui vont louer des chevaux de ce centre équestre sur des périodes pour faire ces activités de médiation animale, mais aussi pour passer du temps, pour des entraînements, etc. Donc on a vraiment des panels différents, mais ce qui est le plus courant, c'est quand même des professionnels qui choisissent leurs animaux, qui ont après une vie de famille en dehors de leur séance de travail. De rien. Ah si, après, en attendant l'autre question, il y a des cas particuliers où, par exemple, les animaux à l'école ou dans des EHPAD, c'est des animaux qui sont sur site. Ce n'est pas des centres dédiés à la médiation animale, mais ils sont sur le site où vivent aussi les bénéficiaires. Ah. Je crois que c'est parce que sinon on ne vous entend pas à la vidéo. Bonjour. Merci pour votre intervention. Je me demandais, vous avez dit que pour l'enfant TSA, il regarde le bas du visage chez l'humain oui. et il triangularise chez l'animal. Est-ce que vous avez pu évaluer, après les séances de médiation, s'il y avait une amélioration de la compétence envers l'humain? C'est un projet de recherche que je suis en train d'écrire. Ok, merci. Voilà, donc on peut se retrouver, j'espère, dans 2-3 ans et je pourrais vous donner la réponse. Mais moi, je pense que oui, on pourrait voir des améliorations. Oui. Après, au bout de combien de temps? Mais ça fait partie de mes hypothèses. Ouais. Ouais, sur le terrain, en tout cas, moi, c'est ce que j'avais constaté. Donc, d'accord. Pour savoir si au niveau recherche, c'était... Eh bien, en recherche, on n'a pas encore la donnée, mais c'est intéressant de savoir que sur le terrain, vous aviez constaté ces choses. Au niveau développemental, oui. Chez okay. les jeunes enfants. Ok, super. Merci. Bonjour, oui. C'était juste pour la suite de votre discussion. Qu'est-ce que vous pensez à Paris des bars à chats? Alors, bar à chat. Il y a bar à chat et bar à chat. Dans le sens où, déjà, le chat est plutôt un animal solitaire, mais qui peut accepter d'être avec des congénères quand les conditions de vie sont correctes. C'est-à-dire suffisamment d'espace par animal, suffisamment de litière, d'accès à nourriture. Donc là, je parle juste du pratico-pratique. Donc si le bar à chat déjà répond à ces conditions d'accueil des animaux, c'est intéressant. Après, sur le côté accueil du public, est-ce qu'au moment où les gens viennent, les chats ont la possibilité de se retirer parce qu'ils n'ont pas envie du contact, se mettre en hauteur, etc. Là, pourquoi pas? Voilà, mais il faut garantir un certain nombre de conditions qui permettent à l'animal de ne pas subir la présence des humains, mais aussi de ces cons spécifiques dans ces conditions-là. Donc, je ne peux pas donner un avis très tranché. Ça dépend vraiment si vous avez un bar à chat qui fait 20 mètres carrés avec 20 chats. Non, c'est no way, avec une litière. Après, si on a un grand espace avec des cages pour les animaux, qu'il n'y en a pas 15, qu'il a la possibilité d'avoir accès à de l'eau, la nourriture, la litière en permanence. Mais est-ce que dans un bar à chat, avoir des litières partout, c'est... Voilà, c'est vraiment conditions dépendantes. Donc, je ne vous donnerai pas un avis tranché. S'il y a plusieurs conditions qui garantissent à l'animal d'être bien, pourquoi pas? Parce que, mine de rien, ces bars à chat permettent l'adoption d'animaux. Mais il faut vraiment être encadré et s'assurer que les animaux aillent bien. C'est une réponse de Normand. Bonjour, moi j'ai une question, c'est oui. Comment est-ce qu'on peut faire pour que les animaux soient acceptés dans les centres de soins, par exemple en milieu hospitalier, parce que, alors acceptés pour travailler avec les thérapeutes, parce que je sais qu'il y a des endroits où ils acceptent, d'autres non, et du coup est-ce qu'il y a des choses, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, je sais pas, mettre en place un projet par exemple, si de base l'hôpital refuse, est-ce qu'on peut s'appuyer sur d'autres établissements ou... Alors déjà, la première chose, c'est que notre type de positionnement par rapport notamment à la médiation animale, elle est conditionnée par notre propre vécu avec les animaux. Donc si vous avez un directeur d'établissement qui adore les animaux, qui a vu les bénéfices,
il sera plus enclin à développer ce type d'activité. Donc déjà, ça c'est un facteur sur lequel on peut très difficilement jouer. Ce qui peut aider, c'est la pédagogie, en montrant les effets bénéfiques, en montrant, quand on est déjà professionnel, ce qui existe déjà ailleurs. Je pense que c'est ça le levier qui est peut-être le plus important. C'est la pédagogie, c'est l'explication. C'est aussi de répondre à des idées reçues. Un chien, c'est sale, on ne va pas vous faire payer pour caresser un chat. Ben non, en fait, c'est plus que ça. Il y a un accompagnement, il y a des évaluations. On réfléchit le projet en fonction de la problématique du groupe, en fonction des besoins des bénéficiaires. Donc, c'est sur des leviers pour lever les idées reçues qu'on peut avoir. Et souvent, c'est ça qui marche. Après, il y aura toujours des freins. Ceux qui sont décisionnaires, s'ils ont peur des animaux, s'ils n'aiment pas ça, ça va être très compliqué. En tout cas, pour une acceptation d'un projet de médiation animale, ça ne se limite pas qu'à la direction. Il faut vraiment avoir une acceptation de l'ensemble de l'établissement qui va de la direction au personnel, aux personnes présentes, aux familles aussi, mais aussi à la personne qui va s'occuper du ménage. Parce qu'elles sont souvent déjà pressurisées en termes de travail. Et si on leur dit « Ah ben, on va avoir un Golden Retriever qui perd un peu ses poils », elles se disent « Ah ben voilà, encore une surcharge de travail ». Donc en fait, c'est de penser à tous les acteurs qui pourraient être impactés positivement comme négativement et se dire comment je lève en fait les interrogations et les freins possibles à chacun des niveaux. Sur le projet dont je vous parlais de thèse en établissement en EHPAD, on s'est rendu compte sur nos premières études que pour l'instant, le chat qui est en résidentiel semble avoir plus d'effets sur le personnel que sur les personnes dans les premières unités. Alors, à voir, on va faire beaucoup plus d'observations, mais le personnel aussi bénéficie de la présence des animaux. Donc ça peut être un levier aussi à utiliser. Bonjour et merci pour la conférence. Pour rebondir un petit peu sur la question qui vient d'être posée, moi j'interviens depuis presque 10 ans dans un centre hospitalier santé mentale à Limoges, où j'interviens avec mes chiens. Et pour aider à faire accepter le projet par la direction, on peut aussi s'appuyer sur les préconisations du CLIN Sud-Est, le comité de lutte des infections nosocomiales. Oui. Donc voilà, ça peut être un document qui peut aider un petit peu à faire changer l'avis des directions et de la gestion des risques sanitaires, par exemple. C'est vrai, en effet, que vous faites bien de le souligner, ça fait partie des freins majeurs. C'est le côté très sanitaire, très hygiène, quand on fait venir des animaux dans des établissements, où on dit ça va rapporter des maladies, comment on gère ça. Sauf qu'il y a des gens qui font venir des animaux très divers, des mini-fermes, des chevaux, des chiens dans des établissements. C'est possible d'emmener sous certaines conditions des petits animaux en service d'oncologie pour des enfants qui sont en cours de chimio, donc avec une immunité qui est totalement écroulée. En suivant des protocoles qui ont déjà été éprouvés, ça peut tout à fait se faire. Mais ça, c'est aussi à la bonne volonté de l'ensemble des équipes qui participent. Le micro arrive. Merci pour votre conférence. Je voulais savoir ce que vous pensez du cheval médecin, entre guillemets. Parce que j'ai entendu dire qu'un cheval pouvait flairer les maladies d'une personne. Alors en fait, les chevaux comme les chiens ou d'autres espèces animales ont des très bonnes capacités olfactives supérieures aux nôtres et ont des capacités de détecter des odeurs que nous-mêmes nous ne pouvons pas sentir. Ce chien médecin ou ce cheval médecin est capable de sentir des changements d'odeur et donc adapter son comportement à ça. Et c'est des fois des anecdotes où on dit tiens, mon cheval commence à plus me sentir ou va plus sentir telle personne, mais on ne peut pas à l'heure actuelle dire il reconnaît cette personne comme malade ou il reconnaît cette personne comme ayant une odeur très différente de l'ensemble des personnes qu'il croise plus souvent. Et donc, est-ce qu'il conscientise cette odeur comme une odeur de maladie
C'est peut-être un pas qu'il est un peu tôt de franchir, mais en tout cas, il a la capacité de sentir que cette personne qui a telle ou telle maladie et donc qui a un bouquet d'odeurs différents, a une odeur différente et donc adapter son comportement par rapport à ça. C'est sur ses capacités olfactives, hein, notamment que s'appuient les chiens pour détecter des cancers, le diabète, les crises d'épilepsie et tout ça. Mais ce qui est intéressant, je vous donne une anecdote, c'est que là, on s'interroge avec ces animaux qui sont très proches de nous, mais une équipe française, il y a quelques années, a montré que des fourmis étaient capables de détecter des odeurs de cellules cancéreuses versus des cellules non cancéreuses. Donc on a certainement, au-delà de nos animaux qu'on côtoie tous les jours, dans le champ de tous ces animaux qui existent sur Terre, des compétences pour nous aider, nous accompagner et nous soigner. Maintenant, est-ce qu'on a envie d'asservir tous ces animaux? Peut-être pas, mais en tout cas, ils en ont certainement les capacités. Donc voilà pour répondre pour le cheval médecin. Merci. J'ai une petite question rapide. Vous parliez d'ocytocine réciproque. Oui. Est-ce qu'on peut mesurer l'ocytocine chez le chien, par exemple? Et est-ce qu'on a, je sais pas, on leur fait des IRM ou pour voir comment il réagit quand il aime son maître? Il répond avec son ocytocine à lui, mais comment on mesure l'ocytocine? Comment ça se mesure? Alors l'ocytocine, c'est pas du tout invasif dans ces études-là. Ça va être soit l'ocytocine urinaire. Donc, on récupère les urines et on va doser. Donc là, c'était une expérience où ils se regardaient pendant une certaine quantité de temps et on allait mesurer au moment de la miction chez l'humain et chez le chien le taux d'ocytocine. Mais on peut aussi la prélever de façon plus régulière par la salive. Donc, chez l'humain, il suffit de cracher dans un petit tube. Chez le chien, mais c'est aussi fait chez les chevaux, par exemple, pour prélever la salive. On met un truc dans la bouche qui mâchouille, qu'on tient de chaque côté, qui contient des gaz. Et une fois que c'est fait, un sac Ziploc, on zip, c'est congelé et après c'est analysé. Donc c'est pas du tout invasif. Ça peut être même très ludique. Hein, pour les chiens, un jouet à mâcher qui est percé, on met de quoi recueillir. Donc c'est quelque chose qui est assez simple. Et on peut aussi doser d'autres hormones, comme le cortisol, hein, de la même façon. Même si le cortisol, c'est vrai que c'est beaucoup plus parlant en sanguin. Mais l'ocytocine, en tout cas, salivaire et urinaire, très simple. Bonjour. Tout à l'heure, vous parliez en fait de bénéfices aussi bien cardiovasculaires, tout ça. Les examens ont été réalisés avec des animaux qui étaient réellement de compagnie, donc avec son propre animal, ou alors avec des animaux qui ont été amenés pour des tests. C'est-à-dire, est-ce que si une personne va être aussi bien garder des animaux de manière occasionnelle, est-ce qu'elle ressentira le même bénéfice qu'un animal de compagnie qu'on va avoir en permanence et à qui on va donner quelque chose de plus personnel en fait? Eh bien, bonne question. J'ai jamais rien lu dans les études qui comparaient le fait une population, quelqu'un qui s'occupe des animaux en garde en vacances versus j'ai mon propre animal. Parce que souvent, quand on a des animaux en garde en vacances, c'est les mêmes qu'on retrouve régulièrement. Donc, on crée un attachement. Et bien, à ma connaissance, je ne sais pas. C'est une excellente question. Donc, j'irai regarder dans la littérature scientifique, mais là, je sèche. Je suis désolée. Mais en tout cas, super. Très top. J'ai vu que le micro partait là. Donc, ça va être la dernière question, je pense, parce qu'il est presque 16 heures. Voilà. Merci. Les animaux avec lesquels vous travaillez sont des animaux qui appartiennent à des particuliers ou que vous rencontrez dans des lieux publics. Vous n'avez pas d'animaux qui sont encagés? Non. Alors, clairement, pour l'ensemble des études que je mène, je m'appuie sur tout ce qui est existant. C'est-à-dire les animaux à la maison, on essaie de recruter des familles qui nous accueillent. Là, pour l'expérience que j'ai montrée en vidéo à la fin, c'est un centre de médiation animale qui a une demi-heure de notre labo et qui nous a mis à disposition ces animaux et ces locaux pour mener les expériences. À aucun moment, on a nos propres animaux sur site qui sont en cage et qui n'ont pas une vie d'animal de compagnie parce que ça fausserait les résultats.
Il nous faut vraiment des choses proches de la réalité. Pour les animaux, c'est pas très sympa non plus. Oui, mais là, je me place vraiment d'un point de vue scientifique. Mais au-delà de ça, oui, la question du bien-être des animaux, elle se questionne. Et nous, non, on veut travailler avec la réalité. Donc la réalité, c'est d'avoir de nombreux collaborateurs et puis de recruter des gens qui veulent bien faire avancer la science. Avec les difficultés que ça représente, parce que le temps de recrutement peut être très long. Mais ça nous permet d'avoir la réalité la plus proche de celle que vivent les gens. Alors, merci beaucoup, Marine. Merci. Merci à tous pour votre présence. Et à bientôt, j'espère. Merci, bonne fin de journée.